qui permettent de savoir si vos colonies, elles ont ce caractère ou pas. Et là, il y a une efficacité réelle sur l'infestation varroa. Ah oui, oui. Ouais. Ah oui. Parce que là elle va enlever toute la cellule, toute l'alvéole, le contenu, donc elle va tuer le bébé, donc ça c'est pas terrible. Ouais, donc c'est vrai que c'est un affaiblissement aussi comme dans la colonie. Voilà, parce que bah oui, un bébé à produire, c'est quand même beaucoup d'énergie pour elle. Et puis, mais par contre, elles vont débarrasser toutes les immatures de varroa. Donc la femelle varroa, elle ne sera pas gagnante, quoi. Et puis en fait, on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça un deuxième caractère qui est lié à ça. C'est-à-dire que certaines abeilles ou certaines colonies, elles ne tuent pas le bébé. Elles ouvrent, le varroa s'échappe et elles referment. Et donc le varroa, ça le dérange dans sa reproduction et il ne se reproduit pas. C'est le comportement de désoperculation, réoperculation. Mais c'est basé sur c'est le même départ, quoi. Sauf qu'au lieu de tout virer, elles ne virent pas. Probablement, elles sentent que le varroa est parti et elles rebougent. Oui. Qui a vu ça, et donc ils utilisent des abeilles africanisées qui sont douces et qui sont résistantes à varroa. Et vous voyez, là, j'ai pas de gland, c'est moi derrière. J'ai pas de gland, je me suis pas fait piquer. Donc voilà, alors ça c'est super parce que ça fait un terrain de jeu pour les scientifiques pour essayer de savoir quels sont les mécanismes qui peuvent rendre l'abeille résistante au varroa. Alors, nous, nos abeilles, quand on a vu ça, on dit, c'est quoi? Quels sont les mécanismes? Ça peut être l'abeille qui devient résistante, ça peut être les varroas qui sont moins virulents, qui tuent moins les abeilles, parce qu'ils n'ont pas intérêt à tuer les colonies, parce qu'eux, ils vont se tuer eux-mêmes. S'ils tuent tout le monde, vous voyez. Donc c'est peut-être une coévolution entre les deux. C'est peut-être une histoire de virus aussi, parce que bien souvent, quand on a trop de varroa, ce n'est pas les varroas qui tuent les colonies, c'est les virus qui finissent par être tellement importants que vous avez tellement d'ailes déformées que c'est ça qui tue les... Voilà. Et puis ça peut être aussi les méthodes apicoles. Voilà, mais ça j'y crois moins parce que nous, avant le varroa, on avait très peu de mortalité d'abeilles, vous aussi, ici c'est pareil, et bon, on avait des méthodes apicoles, voilà. Alors oui, sauf que les apiculteurs qui traitent mal leur varroa, là oui, ça, c'est ça qui peut être responsable. Voilà. Alors, quand le varroa est arrivé, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir Apicerana. Apicerana, c'est une autre espèce d'abeille. C'est une espèce, hein, c'est comme quoi, je vous dirais, la poule et le faisan, quoi. Hein? Et vous voyez, Apicerana, c'est cette abeille qui vit dans le sud-est asiatique. Elle est complètement résistante au varroa. Complètement. Alors que la nôtre ne l'est pas. Alors vous voyez qu'elles se ressemblent vraiment, hein, les deux. Ils ont évolué ensemble. Pardon? Ils se sont développés ensemble. Il y a très très longtemps. Mais là, vous essayez de les croiser, ça ne marche pas. Avec insémination, il y a fécondation, mais l'œuf ne se développe pas. Et donc qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs? Ils ont été voir là-bas, essayer de voir ce qui se passait et voir aussi dans les colonies d'abeilles résistantes ici, voir ce qui se passait pour essayer d'expliquer les choses. Alors les mécanismes de résistance chez l'abeille, on commence à bien les connaître. Ça peut être le comportement d'épouillage, c'est-à-dire je m'épouille moi-même, je me gratte, ou alors je viens vous épouiller, puis vous enlevez le varroa comme les singes y font, pareil. Ça peut être le comportement hygiénique qu'on appelle le VSH, varroa sensitive hygiène, et c'est ce que je vous ai montré dans le petit film tout à l'heure, avec une variante qui est le comportement de désoperculation des cellules infestées par le varroa et réoperculation. Ça, on va bien le développer. La durée d'operculation, je viens de vous en parler avec l'abeille du Cap.
La régulation de l'environnement en température et en hygrométrie, bon, ça a un effet, mais on n'a pas montré que les abeilles pouvaient utiliser ça pour être résistants au varroa, donc on n'en parle plus. L'essaimage, oui, ça a un effet sur les populations de varroa. Des colonies qui essaiment, bah forcément, elles perdent beaucoup de varroa, elles vont résister plus longtemps. Et puis la réduction de la fertilité du varroa, ce qu'on appelle le SMR, c'est Suppression Mite Reproduction. La suppression de la reproduction des mites et des varroa. D'accord ? Voilà ce qu'on connaît comme mécanisme, et tout ça, ça participe à réguler, diminuer les populations de varroa. Pourquoi c'est réduit la fertilité ou les castrer? Pourquoi est-ce qu'il y a une réduction de fertilité? Eh bien parce que quand il y a réduction du résoperculation, la femelle varroa, de produire un descendant ou une descendante, deux, je veux dire, elle va en produire qu'une. Pourquoi? Parce que le comportement des pouillages, eh ben, ça va tuer le varroa, ça peut arriver à tuer le varroa, donc il ne se reproduit pas. Le comportement hygiénique, on va le voir, mais en fait, elle vire tout ce qu'il y a dans les cellules, et donc elle vire la progéniture du varroa. L'essaimage, ben, pendant l'essaimage, il n'y a plus de couvain, donc le varroa, il ne se reproduit plus, et donc ça, il n'aime pas du tout ça. Et puis, ben, réduction de la fertilité, on va voir tout à l'heure, on ne connaît pas encore les mécanismes, mais vous avez certaines larves ou certains couvains qui empêchent le varroa de se reproduire. Alors, on ne sait pas si c'est une molécule que les nymphes fabriquent, ou c'est un manque de molécules que la larve ne fabriquerait pas. Parce que la larve, la jeune larve, elle fabrique les phéromones dont vous entendrez parler tout à l'heure. Et ces phéromones-là vont comment dirais-je, initier le mécanisme physiologique de reproduction chez le varroa. S'ils n'ont pas ces phéromones-là, eh ben, le varroa ne se reproduit pas. Donc peut-être qu'il y a certaines colonies dont les larves se sont adaptées pour produire moins de ces phéromones-là. Vous comprenez? Et on n'a pas étudié la possibilité de produire ce genre de phéromones de manière industrielle pour traiter les... Ah bah non, parce que si on les met, au contraire, les varroa, ça les stimule. Il faut les inhiber, on n'a pas trouvé de phéromones qui... Non, inhibitrices, non. Pour l'instant, on pense que c'est ces phéromones qui ne sont pas fabriqués, mais là, on ne l'a toujours pas démontré. Et l'autre hypothèse, peut-être qu'il y a même les deux, c'est que la nymphe, elle fabrique soit quelque chose sur sa cuticule, soit quelque chose dans son hémolymphe, dans son sang, qui va empêcher le varroa de se reproduire. Et ça, on ne connaît pas là où les molécules. Voilà, c'était pour répondre à votre question. Donc nous, on a testé toutes ces hypothèses-là. Sur nos abeilles résistantes, on les a là, coupées en petits morceaux, enfin pas en petits morceaux, on les a observées. Et puis on a vu que bah ouais, elles épouillaient, qu'elles faisaient le SMR, le VSH, et qu'il y avait la désoperculation, réoperculation. Alors ça, je peux vous en parler tout de suite. Non, je vous en parlerai tout à l'heure. Bon. Et que donc ça aboutissait à la réduction de la fertilité des varroa dans le couvain, et que nos colonies, elles essaimaient. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, oui, ces colonies qui sont résistantes, elles essaiment. Alors nous, on a testé ça sur nos colonies, mais mes collègues qui travaillent sur l'africanisée, eux, ils ont montré que l'africanisée, c'est pour pas forcément les mêmes mécanismes, ça serait plutôt l'épouillage. Les abeilles africanisées, elles s'épouillent énormément. Vous voyez, donc c'est pas forcément les mêmes mécanismes dans toutes les populations résistantes. Alors, on a étudié les virus de l'abeille grâce à une chercheuse qui est chez nous, qui s'appelle Al Dalmont, qui est virologue, quoi. Et elle, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré qu'il y avait, alors on le savait avant, qu'il
il y a plein de virus chez les abeilles. Et avant le varroa, on pensait qu'il y en avait une dizaine à peine. Maintenant, on en a identifié, je crois, une trentaine ou même plus que ça. Donc vous voyez que ça a au moins servi à la science, à la connaissance. Mais sauf que on a identifié 2 virus qui sont assez proches génétiquement l'un de l'autre, mais qui sont quand même des virus différents. Moi, je suis un petit gars de la campagne. En fait, j'ai été élevé dans une ferme dans l'ouest de la France, à côté du Mans, dans la campagne. Et j'ai eu ma première ruche à 12 ans. Et depuis, donc j'étais fasciné tout de suite. Et depuis, la passion ne m'a pas quitté. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ma thèse à l'INRA de Burcier-Rivette à l'époque, au CNRS. Et après ma thèse, avoir un poste de chercheur à Avignon, où on m'a dit, Yves, tu fais ce que tu veux, on te fait confiance, etc. Et voilà, j'ai passé ma carrière à travailler sur la communication chimique, sur le varroa, que sur l'abeille, quoi. Et donc j'ai un job, une carrière formidable, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis éclaté. Comme vous, je suis jeune retraité, mais j'arrive pas à partir, donc je suis resté un peu un pied dans la boîte. Voilà, et donc voilà. Donc alors vous allez me voir un peu boire, c'est normal parce que j'ai eu une opération et il faut que je boive régulièrement, sinon j'ai du mal à parler. Donc ne vous inquiétez pas, si vous me voyez picoler, ne vous inquiétez pas, c'est que de l'eau. Voilà, donc ce soir je vais vous parler de la résistance des abeilles à varroa. En fait, je vais vous raconter aussi un petit peu mon histoire qui a débouché sur des choses que vous verrez. Donc voilà, vous savez qu'actuellement il faut traiter nos colonies d'abeilles parce que sinon elles meurent. Et pour ça, on a soit des médicaments conventionnels avec le fluvalinate, la mitrase, qui sont les 2 grandes molécules utilisées. Il y avait le Coumaphos aussi, mais qui était encore plus embêtant que ça. Et puis sinon, les médicaments en bio, donc qui sont principalement le thymol, Apiguard, de l'acide formique, l'acide oxalique et des choses comme ça. Mais là, qui demandent à l'apiculteur beaucoup de temps parce qu'il faut aller sur les ruches souvent, il faut attendre qu'il n'y ait plus de couvain ou provoquer un arrêt de ponte artificiel, et c'est beaucoup de temps de passer. Donc ces méthodes-là, elles sont généralement efficaces, oui. Je vois que vous mentionnez la mitrase, elle n'est pas autorisée chez nous. Hein. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais en France, comment ça se passe? Elle est toujours autorisée, la mitrase. Hein. Et en Europe aussi, et dans le monde entier finalement. Et à Suisse, oui, et bon, de toute façon, nous, on est avec le système des LMR. Donc, tant qu'il n'y a pas trop de résidus dans les produits de la ruche ou comme dans les végétaux, c'est pareil. Hein, eh bien, au-delà d'un certain seuil, on interdit la commercialisation et on retrouve effectivement, c'est surtout du fluvalinate, mais de la mitrase aussi, mais dans des doses qui ne sont pas du tout inquiétantes pour la santé humaine, quoi. Jusqu'au jour où on démontrera le contraire, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Ok. Et donc, voilà. Donc, avec les limites qu'on connaît, c'est que l'efficacité de ces médicaments, comme on l'a vu sur le fluvalinate, au bout de quelques années, comme c'était un pérétrinoïde, les acariens sont devenus résistants. Bon, l'apivard, c'est pas encore vraiment le cas. On en parle, mais sans vraiment le démontrer d'une façon formelle. Donc on tend le dos, mais voilà, c'est les limites de ces molécules-là. Les effets non désirables, c'est qu'on le retrouve effectivement dans les produits de la ruche. Et puis très rapidement, les acariens deviennent résistants à ces molécules-là ou aux méthodes. Donc il faut développer de nouvelles méthodes pour lutter contre le varroa, et avec comme but pour réduire, voire empêcher,
voilà, empêcher complètement cette dépendance au traitement chimique. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une stratégie à long terme qui est l'utilisation d'abeilles qui résistent au varroa, soit parce qu'on les a découvertes, soit parce qu'on les a sélectionnées. Donc, voilà, et je vais orienter mon discours autour des colonies qui survivent au varroa spontanément. Donc, on peut parler de sélection naturelle. Et puis après, on verra ce qu'on peut faire de la connaissance de ces populations sur les programmes de sélection. Alors, le varroa il est arrivé en France dans les années 82-83. Et donc, il a décimé toutes les colonies qui n'étaient pas traitées. Ce que je vous disais tout à l'heure, nous dans notre ferme, je connaissais les endroits des essaims sauvages par cœur. Quand le varroa était arrivé, il a tué tout le monde. Hein. Et puis, en 93-94, ils sont revenus ces essaims-là. Ils sont revenus. Et puis, dans les vieux châtaigniers, tout ça, et puis tiens, ils reviennent, et puis j'ai récupéré aussi des ruches de papets qui étaient morts parce que les descendants n'étaient pas apiculteurs, des ruches non traitées avec des abeilles qui étaient des belles ruches et tout. Donc j'ai commencé à mettre ça dans mes ruchers, et puis il a fallu que je parte aux États-Unis pendant 1 an pour aller faire des recherches dont je vous parlerai demain avec les meilleurs chercheurs américains. Donc je me suis dit, je les traite plus, puis on verra bien s'ils résistent vraiment. Donc en rentrant des États-Unis, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'elles résistaient toujours, qu'elles n'étaient pas mortes. Donc je les ai suivies pendant 3 ans, et puis au bout de 3 ans, j'en ai parlé aux apiculteurs professionnels que je connaissais, avec lesquels j'avais de très bons contacts. La NERCEA, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très très belle association de partage surtout, et ça, c'est ça qui est formidable. Et ils m'ont dit, Yves, continue là-dessus, nous ça nous intéresse, essaye de voir ce qui se passe. Voilà. Alors il y en a ici, et puis à Avignon, on a développé un peu la même stratégie sur des colonies sauvages, et on a vu qu'effectivement, à Avignon, les abeilles devenaient... certaines abeilles qui étaient sauvages ne mouraient pas du varroa. Donc c'était des colonies plus ou moins à l'abandon, des essaims sauvages, voilà, c'est des ruches que j'ai récupérées. Et puis pendant 3 ans, on a commencé à aller voir ce qui se passait, et on a vu effectivement qu'elles ne mouraient pas. Bon, très bien. Et puis du coup, avec les apiculteurs, le soutien des apiculteurs, on s'est dit, on va essayer d'aller récupérer des colonies comme ça en France. Donc on a fait un appel au peuple dans les journaux apicoles, via les services vétérinaires et tout, pour essayer de récupérer des colonies qui étaient abandonnées depuis au moins 2 ans, non traitées, ou même des apiculteurs qui ne traitaient pas, qui voulaient bien nous céder leurs colonies. Et on a récupéré comme ça 70 colonies. Les colonies qu'on avait collectées dans le côté nord de la France, on les a mis soit dans la Sarthe, soit dans l'Orne, et les colonies en bas, on les a mis chez nous à Avignon pour les suivre. Et qu'est-ce qu'on a fait pour les suivre? On les a mis dans le rucher, et puis c'est tout. On a marqué les reines pour voir si elles essaimaient et tout ça. Et puis on récoltait le miel quand il y en avait, c'était tout ce qu'on faisait. Et une fois par mois, on allait voir si elles n'étaient pas quand même malades de loques, puis celles qui étaient vraiment trop infestées, on les sortait pour pouvoir les traiter, parce que ça ne servait à rien de les faire mourir. Et voilà ce qu'on a obtenu comme résultat. Ce que vous voyez en bleu, c'est les années où la colonie qui s'appelait TAB a survécu. Donc vous voyez qu'elle a survécu assez longtemps. Et puis d'autres qu'on a collectées, vous voyez, celle-là elle a survécu 1 an, celle-là 2 ans, etc. Et si on fait la moyenne des 70 colonies, eh bien on avait une moyenne de 8 ans.
Ah, alors ça c'était intéressant parce que nous à l'époque on nous disait tout le temps, bah, si tu ne traites pas tes colonies, au bout d'un an au maximum 2 elles sont mortes. Donc là on pouvait dire, bah, il y a peut-être quelque chose qui commence à apparaître dans la population de ces abeilles-là. En tout cas c'est vraiment intéressant, quoi. Donc on a regardé la production de miel, vous voyez, bon, c'est des miels qu'on bouge pas, des abeilles qu'on bouge pas, entre 7 et 20 kg de miel cette année-là. Bon, bah, c'est ce qu'on a pour des colonies voilà, qui ne sont pas transhumées, quoi. La mortalité, ça a varié entre 10% et puis cette année-là, presque 17%. Mais malgré tout, c'est moins en moyenne que les 30 ou 40% qu'on peut avoir dans certains ruchers actuellement en France, hein, et dans le monde. Donc finalement, on disait, pour des colonies qui ne sont pas traitées, c'est pas si mal que ça, quoi. Mais quelle est la durée de vie d'une colonie qui est traitée? Vous avez dit que là, en moyenne, c'était 8 ans, ils n'étaient pas traités, c'était 8 ans. Ah ben ça, je ne peux pas vous dire, mais il y en a qui survivent des années. Alors après, ils changent leur reine, mais la colonie, elle peut survivre. Nous, notre mascotte, tout à l'heure, elle a survécu pendant 15 ans. Il y a 222. Ouais. Donc, alors après, elle a essaimé, etc. Mais on l'a... Ouais, c'était notre mascotte. Le jour où elle est morte, on n'a pas pleuré, mais presque, quoi. Voilà. Et puis alors, donc, on a essayé de voir ce qui se passait. Et on a mis des plateaux pour compter les varroas. À ces ruches-là, vous voyez, c'est les ruches qui sont en... C'est quoi? En bas. C'est du rouge. Hein, les ruches qui sont en bas, c'est les ruches résistantes. Et vous voyez que le nombre de varroas qu'on a prélevés sur les plateaux, eh bien, il est bien moins important que les ruches sensibles qui elles, n'étaient pas traitées, mais puis qui mouraient, quoi. Ces ruches-là, elles mouraient au bout de 2 ans, quoi. Et donc après, pour essayer de voir s'il y avait des bases génétiques, on a fait de l'élevage sur ces colonies-là, fécondées par celles-là, qui étaient sensibles, et vous voyez que les filles, eh ben, c'était intermédiaire. Donc on se disait, bah, il y a peut-être un caractère génétique là-dessous. Voilà, et ça, oui, alors c'est pas 15 ans, c'est 8. Oui, alors, pardon, la durée de vie moyenne de ces 70 colonies, c'est 8 ans, et voilà notre mascotte, ici, la 222, qui a survécu pendant 15 ans. Voilà, et vous voyez, bon, Didier, là, il n'a pas de gants, donc elle était pas si agressive que ça, quoi. Donc voilà. Les SME, on l'a laissé. Ah, on les laissait. Et vous avez vu que certains... Je vous ai mis des trucs sur l'essaimage, oui. Non. Mais elles étaient... Ah bah non, je ne les ai pas mis. Et j'ai oublié de vous les mettre. Alors on regardait l'essaimage. Oui. Et elles essaimaient. Alors certaines années plus que d'autres. Et ouais, c'est bizarre ça, je crois que vous avez mis ça. En fait, vous les laissez essaimer. Ah, on les laissait surtout pas, on les touchait pas. Ouais. On les laissait essaimer, et alors une année, j'ai eu pratiquement 70% d'essaimage. Mais l'année d'après, j'ai eu que 10 ou 15%, parce que c'était des jeunes reines. Vous voyez, donc c'était... Et vous les nourrissiez quand même? Ah non, on disait non, on les laisse. On les laisse et puis on regarde si elles sont pas malades, parce qu'en ces cas-là, on les soigne et puis on les sort. Par exemple, la loque, mais on n'a jamais eu de loque. 6 sur 1 qu'on a été chercher, parce que quand on allait les chercher, on les visitait, elle était loqueuse, donc on l'a brûlée sur place. Mais sinon, on n'a jamais eu aucun problème comme ça. Et alors, voilà, donc ça, c'était ma petite expérience personnelle, qu'on a continué jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les ruchers de la Sarthe. Bah, tous les 2 ans, je fais une trentaine de rennes que je greffe sur les meilleurs. Je les fais, comment dirais-je, féconder naturellement. Et puis je les suis. Alors la première année, j'en perds 30%. La deuxième année, j'en perds encore 30%. Par contre, les autres, je les garde. Les autres, elles sont résistantes. C'est quelle sous-espèce? C'est du tout venant. Alors on les a génotypés
avec nos outils de génétique moléculaire et on a vu qu'elles ont bien du sang noir. Elles ont au moins 70% de sang noir, mais bon, quelquefois vous voyez un peu de jaune et tout, elles ne sont pas pures. Voilà. Mais qu'est-ce que vous dites noir? Ça veut dire que c'est les abeilles noires? Oui, abeilles noires, mellifera. Est-ce que c'est important de nous dire, parce que c'est pas quelque chose qui est courant dans notre région? Guy, pardon? C'est pas courant du tout dans notre région. Oui, c'est ça. Oui. Alors nous, en France, et je vous en parlerai après ou demain surtout demain, en France, c'est complètement différent d'ici. En France, on importe tout et n'importe quoi, donc on a un melting pot, et nos écotypes locaux noirs, purs noirs qu'on avait il y a 40 ans, ben, ils sont complètement pollués, quoi. Mais le sang noir reste malgré tout. Parce que la noire, c'est pas une abeille facile, elle est agressive, elle fait moins de miel, les apiculteurs n'aiment pas trop travailler là-dessus, puis elle n'a jamais été sélectionnée sur rien. Alors que la carnica, elle a été sélectionnée sur la production de miel, la douceur, le truc, les machins, donc vous avez une super abeille. Mais nous, en France, qui est hyper sélectionnée, donc qui a une diversité génétique certainement beaucoup moins importante que nous en France, puisqu'on importe tout et n'importe quoi depuis 40 ans, 50 ans même. Bon, les abeilles ne s'arrêtent pas à la frontière. Pardon? Les abeilles ne s'arrêtent pas à la frontière. Donc quand elles essaiment, les abeilles françaises viennent en Suisse. Ah oui, c'est ça. Et vice-versa. Ceci dit, moi j'avais un rucher en France où j'avais de l'abeille noire et j'avais du buckfast aussi. Oui. Et ben, j'ai toujours trouvé que les abeilles noires étaient plus productives que les buckfast. Oui. Mais ça ne m'étonne pas parce que les buckfast, si vous les suivez pas un peu, elles bouffent tellement leur réserve. Et à Avignon, c'est pareil. Nous, demain, je vous en parlerai. On a beaucoup travaillé avec la ligustica. Oui. Et bien, la ligustica, si vous ne la tenez pas au printemps, elle se développe énormément, mais comme il n'y a plus rien à bouffer, tout ce qu'elles font, elles le bouffent. Alors que la noire, elle attend que tout ça se passe, et puis elle se développe beaucoup plus tard que les autres. Mais après, elle fait du miel. Alors, on n'est pas les seuls. Hein? Est-ce que vous faites de la sélection? En France, non, on ne fait pas, à part moi qui m'amuse, non, on fait très peu de sélection d'abeilles en France. Si, il y a les gens qui font la buckfast, il y a une équipe française, mais sinon, vous avez certains professionnels qui sélectionnent leurs abeilles localement, mais il n'y a pas comme en Allemagne une structure nationale qui est extrêmement efficace avec Caspar Bienefeld, si vous le connaissez, qui a fait un travail remarquable sur la sélection, parce qu'en France, je ne sais pas, on est des latins, je ne sais pas. Mais en Suisse, il y a des stations de reproduction. Oui. Donc pour justement être sûr que les mâles qui ont choisi les stations de reproduction soient vraiment dans la lignée des stations. Oui, c'est ça. Dans vos expériences, quand vous choisissiez des abeilles noires qui étaient résistantes au varroa, les mâles, vous les choisissiez comment? Ah ben non, moi je l'ai laissé Ah, donc ça peut être n'importe quel mâle? Ça peut être n'importe quel mâle. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Moi j'ai pas fait de sélection, j'ai fait de la sélection massale, celle que je vous ai expliquée. Je fais 30 reines et puis je garde celle qui... Parce que comme je bossais à Avignon, je pouvais pas aller dans la Sarthe à l'autre bout de la France tous les jours, quoi. Voilà. Mais après, vous allez voir après ce qu'on a fait. Donc on n'est pas les seuls. Pourquoi? Parce que il y a des colonies en Tunisie qui survivent. Il y a des populations sur l'île de Gotland, en Suède, qui survivent aussi. Alors lui, c'est Ingemar Frie. Il a pris une île qui s'appelle Gotland. Il a acheté 250 colonies, et puis il les a mis sur l'île, et puis vous débrouillez. Enfin, j'exagère, hein, il les a suivis, mais vous débrouillez, puis non traités, et on verra qui survit. Et effectivement, la majorité sont mortes, sauf quelques dizaines de colonies qui ont survécu. Donc il les a laissées entre elles, et puis il a obtenu une population d'abeilles qui résiste à peu près au varroa. Voilà. Alors, plus naturel, au Kenya, dans tout l'Est asiatique, et dans le centre,
en Afrique en général, de toute façon, ils ont très peu de moyens pour traiter, donc leurs abeilles elles résistent. Notamment ici, Scutellata. Scutellata, c'est celle qui a été importée au Brésil et qui est devenue l'abeille tueuse, l'abeille africanisée, qu'ils ont dit tueuse en fait, parce qu'elle était agressive, mais bon. Voilà. Et cette abeille-là, là, elle a remplacé les populations d'abeilles européennes qui avaient été importées par les colons à l'époque. Et ben, les Brésiliens ils sont contents parce qu'elles résistent. Elles résistent à varroa. Ils ne traitent pas. Ils ont varroa, mais ils ne traitent pas. Donc impeccable. Et puis donc en Afrique du Sud, ils ont aussi Scutellata, mais ils ont l'abeille du Cap qui elle résiste parce qu'elle a en partie parce qu'elle a une durée d'operculation qui est de 9 jours au lieu de 12 jours. Et la femelle varroa, au lieu de pouvoir produire 2 femelles, elle n'en produit qu'une. Voilà. Mais nos abeilles, moi à l'époque, quand j'ai commencé à l'INRA, j'ai essayé de voir si nos abeilles, on pouvait sélectionner là-dessus, et il y avait, oui, de l'héritabilité, on pouvait gagner, mais pas suffisamment pour... voilà. Et puis, alors, bon, le problème de ces abeilles africanisées, c'est qu'elles sont agressives, sauf sur l'île du Costa Rica, où vous avez des abeilles africanisées, mais qui sont douces. Et là, c'est un copain, c'est Tugrul Girec, qui est prof là-bas, c'est celui qui donne les ailes déformées aux abeilles. Et ben, elle a montré que ces 2 virus-là se recombinaient. Donc, s'échangeaient du matériel chromosomique, quoi. Hein? Alors là, elle a montré qu'il y avait une recombinaison. Là, il y en a 2, il y en a une ici et là. Et quelquefois, là, elle a montré qu'il y avait 3 recombinaisons. Donc, ils se sont échangés 3 morceaux d'ADN. Voilà, c'est de l'ARN en l'occurrence, mais peu importe. C'est juste pour dire que lorsque vous pointez sur l'écran, sur notre ordinateur, on ne voit pas sur l'écran. Ah, pardon. Oui. On n'arrive pas trop de suivre. Oui, alors... oui, mais on a compris. Mais, voilà, d'accord, vous voyez, en haut, les barres, merci, parce que... en haut, il y a une seule recombinaison. Le deuxième, il y en a 2, vous voyez les barres. Là, c'est pareil, il y en a 2 ici, et là, il y en a 3. Vous voyez, là, il y a 1, 2, donc il y a 3 recombinaisons. Et alors, après, vous allez me dire, bah ouais, mais quoi? Ces virus, ils sont plus gentils ou moins gentils? Bah, pour l'instant, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une variabilité et que ça évolue énormément. C'est comme la grippe. C'est des virus qui sont comme la grippe ou comme le Covid ou comme des virus de mammifères. Et le fait qu'ils évoluent énormément, bah, ils peuvent évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire être moins virulents, et donc ça, comme ça, ils tuent moins les abeilles, ou au contraire être plus virulents, et puis tuer les abeilles, mais ils se tuent eux-mêmes. Donc il faut trouver l'équilibre entre tout ça. Ces virus, il peut y avoir beaucoup de virus sur une colonie qui a peu de varroa, ou bien c'est forcément, s'il y a beaucoup de varroa, ça va influencer sur les virus? Alors, je dirais plutôt, la première hypothèse, je ne peux pas vous répondre, parce que je pense qu'on ne l'a pas vraiment testé, ça. Par contre, la deuxième, oui. Plus vous avez de varroa... Alors, les varroa, quand ils piquent l'abeille, ils vont initier un mécanisme de baisse de l'immunité. Vos abeilles elles vont avoir une baisse immunitaire très importante. Donc les virus, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut bien traiter vos colonies, parce que sinon ça va faire multiplier les virus. Alors pas tous les virus, mais ces virus-là, oui. Le DWV, il est vraiment très bien corrélé avec le nombre de varroa. Plus vous avez de varroa, plus vous aurez de DWV dans votre colonie. Et donc, on ne sait pas si on pourrait avoir ce DWA avec peu de varroa. A priori, le DWV, oui. Mais les autres virus, je ne peux pas vous dire, parce que comme il y en a tellement que...
Monsieur DW, c'est celui qui est responsable des ailes des formés. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, vous en avez d'autres qui ont fait parler d'eux il y a 10 ans, qui ont expliqué des mortalités, puis ben là, ils sont plus présents. On les cherche, ils sont plus là. Vous voyez, donc ça évolue énormément, ça évolue vite. Et puis alors ça va vous intéresser, je pense. On avait un programme aussi, on a eu un gros programme européen sur ces abeilles-là. Et une des possibilités, c'était que les abeilles résistantes, elles aillent chercher de la propolis ou qui soit différente des autres. Donc dans le même rucher, on a mis des colonies résistantes et des colonies sensibles. Et puis on a été chercher la propolis qu'elles récoltaient. Et ça a été analysé par l'équipe du professeur Popova et Bankova surtout. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré que les abeilles résistantes, elles vont chercher de la propolis où il y a beaucoup plus d'acide caféique et de caféate. Et ces molécules-là, ça agit sur les virus et les bactéries de la colonie. Donc en fait, elles iraient plus à la pharmacie, quoi. Voilà, donc on a publié ça à l'époque, on était bien contents de trouver ça, parce qu'on a trouvé ça sympa. Et on sait ce qui donne la concentration de caféine, c'est de la propolis. C'est quel plan qui apporte le plus ou moins Non, on n'a pas été jusqu'à ce grain-là. Mais ça serait intéressant de savoir si c'est les peupliers ou c'est les peupliers donnent beaucoup. Ouais. Alors, j'ai pas été jusqu'à ce grain-là, mais ok. Voilà. Alors, donc maintenant on va parler de stratégie de lutte contre varroa. On sait maintenant, on connaît un certain nombre de critères de résistance, de caractères de résistance des abeilles au varroa, les pouillages, le SMR, le VSH, la désoperculation, tout ça je viens d'en parler. Donc une stratégie à long terme, c'est soit d'utiliser ces colonies à travers une sélection massale, hein, c'est ce qu'a fait notre collègue Ingemar Friis dans cette île de la Suède, de Gotland. Alors, vous allez me dire, nous, on pourrait le faire. C'est ça votre question. Vous dites, nous, pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que vous nous conseilleriez de le faire? Si vous avez 5 colonies, non, il ne faut pas le faire. Si vous avez 20 ou 50 colonies, oui, vous pouvez le faire, mais vous voyez, moi je le fais dans la Sarthe, la première année j'en perds 30%, la deuxième année 30%. Oui, mais parce que les mâles que vous sélectionnez ne sont pas les bons. Oui, d'accord, mais si je suis d'accord avec ça, mais si la question c'est, votre question c'est de dire est-ce qu'il faut que je fasse la sélection massale, je vous réponds maintenant en disant écoutez, vous pouvez le faire, mais c'est extrêmement risqué. Hein, et si vraiment vous vouliez le faire, en ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est le faire, mais suivre l'état d'infestation de vos varrois, de varroa de vos colonies, hein, soit avec des langes, soit avec, moi j'aime pas faire ça, prélever des abeilles et puis regarder aussi, alors vous pouvez le faire avec la poudre, voilà, et puis regardez combien vous en avez, et puis au-dessus d'un certain seuil, vous dites ah non, celle-là elle va crever, il faut que vous la sortez et vous la traitez. Oui, mais c'est pas possible, je veux dire, non. sur une île qui est isolée, ça va, oui. On a une densité de ruches qui est énorme, je veux dire, de toute façon, même si on le fait sur une quinzaine de ruches, on a tellement de ruchers autour que... oui, et je dirais d'autant plus que vous travaillez tous sur la Carnica, qui est quand même assez sélectionnée, en tout cas en Allemagne, et donc forcément ils ont perdu de la variabilité génétique. Alors qu'en France, c'est pas le cas. Moi dans la Sarthe, je fais ça depuis 1994, puis je m'en sors, mais avec de la casse, mais je m'en sors, donc c'est possible. Mais vous avez raison, il y a tellement de mal, etc., que c'est pas possible. Hein. Mais
où ça serait possible si vous faites ça, si vous suivez vos colonies, mais là vous allez passer un temps fou. Mais aujourd'hui, quand je reviens à une station de fondation en Suisse, un des critères, par exemple, de sélection de ces mâles, c'est la tenue sur table. Oui. C'est un exemple. Oui. Okay. Un autre, c'est la productivité, et finalement un troisième, c'est la douceur. La douceur. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la résistance au rapport en même temps? Et comme ça, ils l'ont introduit déjà. Ils l'ont introduit et les Allemands aussi, Caspar Bielefeld, et puis ils se sont cassés les dents. Ils n'ont fait aucun progrès génétique. Je pense que c'est parce qu'ils ont tellement sélectionné leurs abeilles qu'ils ont perdu les caractères de résistance, enfin les allèles de résistance. Vous savez, c'est comme le poireau. Le poireau, maintenant, sur le marché, on a des beaux poireaux avec du blanc, haut comme ça, et puis des gros poireaux comme ça. Mais ils sont très sensibles à la tordeuse du poireau. Hein, et puis, les vieilles variétés, eux, ils sont résistants. Alors, c'est des petits poireaux qui n'ont pas beaucoup de blanc, mais eux, la tordeuse est... Bon, les chercheurs de l'INRA, où je travaille, ils ont montré que le gène de résistance... Ils ont identifié le gène de résistance du poireau, du petit poireau, quoi. Et puis, ils ont montré que ce gène, il avait disparu, parce qu'on a été tellement sélectionné qu'il avait disparu chez le poireau. Et bon, peut-être que c'est ça, il faudrait le montrer, ça. Hein. De toute façon, les gènes, on commence à les connaître, mais tout juste. Donc, mais après, on pourra peut-être les démontrer. Voilà. Donc, alors, sélection massale, on en a parlé. L'autre possibilité, c'est de sélectionner sur les caractères qu'on connaît et qu'on pense que là, il faut sélectionner là-dessus, notamment le VSH, le comportement de nettoyage, etc. Donc, et après, une fois qu'on a ces caractères, il faut voir s'ils sont héritables, c'est-à-dire s'ils se transmettent de génération en génération, et puis après, essayer pour ça d'utiliser aussi des techniques moléculaires, alors pas de la génétique, on bidouille rien, hein, on regarde si les abeilles ont les bons marqueurs, c'est tout, comme outil de sélection. Je vous en reparlerai juste après. Et donc, il ne faut pas oublier aussi d'utiliser ces colonies dans un contexte de production. Parce que, si vous vous rappelez, les Américains, c'était Rottenbüttler à l'époque, mais il y a 60 ans de ça, lui, il avait... et l'équipe de Bâton Rouge, après, je vous en reparlerai aussi, c'est pareil. Et il avait sélectionné des abeilles qui viraient la loque américaine. Et pourquoi? Parce que ces abeilles-là, elles détectaient la loque très tôt sur les larves, et elles viraient les larves avant que les larves explosent et explosent leurs spores. Voilà. Et donc ça marchait très bien. Sauf que ces abeilles, elles foutaient rien. Donc les agriculteurs, surtout les Américains, qui aiment bien passer à la caisse, ils disaient non, là ça va pas ton truc. Eh bien, les abeilles, excusez-moi, j'aime bien blaguer, hein, comme ça, ça met un peu de... Ouais. Et les chercheurs de Bâton Rouge, alors c'est mes collègues, je les connais très bien, on est bien amis, eux, ils ont sélectionné sur le caractère SMR. Et ils ont eu un progrès génétique, ils ont fait ça très très bien, ils sont costauds les mecs. Hein. Sauf que pareil, à la fin, ils avaient des abeilles qui n'étaient pas très productives, et ils ont croisé avec les meilleurs, les Starline, et donc là, au jour d'aujourd'hui, ils disent que, bon, ils ne traitent pas trop. Ils ne traitent pas trop, ils ont des bonnes abeilles qui produisent bien, mais ils traitent quand même un petit peu, quoi. Voilà, on en est là. Donc il ne faut pas oublier ce qui intéresse les agriculteurs. Alors, on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi SMR? SMR, donc c'est nos collègues de Bâton Rouge, les Américains, qui ont développé ce concept il y a au moins une vingtaine d'années, peut-être 20-30 ans. John Arbo, avec un H. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est que quand ils désoperculaient à un stade donné, des
des alvéoles, ils avaient la nymphe d'abeille, avec des varrois qui se reproduisaient normalement. Regardez, voilà, il y a la femelle fille, la deuxième femelle fille, tout ça, etc. Donc ça, il y a bien une bonne reproduction. Excusez-moi, je ne suis pas là sur le point. Ah oui. Donc là, vous voyez bien que la femelle varroa, elle a produit une femelle fille, une deuxième femelle fille. Le mâle, ça doit être celui-là, non celui-là, et puis les autres, mais qui n'iront pas le jour parce qu'elles n'auront pas le temps de développer. Et alors que là, ils trouvaient des alvéoles où il y avait rien. Il y avait la femelle et c'était pas développé. Donc ce qu'ils ont fait pendant des années, c'est qu'ils ont fait un screening sur plein de colonies pour essayer d'avoir des colonies où ils aient de ce qu'ils appellent de la suppression de la reproduction des varrois. Vous comprenez ça? Sauf que pour ça, il leur fallait 3 techniciens qui pendant des mois ouvraient des cellules, regardaient, mettaient une note, 62, qui allait c'était jamais 100%, hein, mais d'infertilité qui allait de 92% d'infertilité jusqu'à 20%. Et donc après, ils ont sélectionné des lignées qui le faisaient beaucoup, puis des lignées qui ne le faisaient pas. Voilà. Et ça, ils ont réussi à développer ça. Sauf que pour développer ces abeilles, il fallait une force de travail énorme, c'est-à-dire 3 techniciens à plein temps, etc. Nous, en France, on n'a pas cette force de travail. L'INRA, même si moi je proposais de développer ce projet-là, l'INRA me dirait mais on ne va pas employer 3 techniciens comme ça, d'abord on n'a plus de poste. Hein. Si les apiculteurs sont intéressés, ils n'ont qu'à payer eux un technicien pour faire ça pour les autres. Et les apiculteurs, ils me disent ben non, nous on a nos priorités, c'est pas dans nos priorités. Voilà. Ok. Alors, ce critère de SMR, ça limite la croissance de la population, mais en fait, ça dépend de 2 mécanismes différents. Le premier mécanisme c'est l'action des abeilles adultes. Les abeilles adultes, c'est ce qu'on appelle le VSH, donc Varroa Sensitive Hygiene. Je viens de vous l'expliquer, mais là, vous avez un graphique encore mieux. Vous voyez cette abeille-là, qui va détecter que la cellule en haut, elle est résistante. Il n'y a pas un truc là pour bon, c'est pas grave, vous voyez en haut. Donc la cellule est parasitée. Je désopercule et je vire tout. Ça vous va, ça? Alors qu'en bas, elle n'est pas parasitée, donc je ne vire rien. Ça va? Un deuxième scénario de ce comportement, c'est la désoperculation, la réoperculation. Donc là, je sens que c'est parasité, je désopercule et je réopercule, parce que le varroa s'est barré ou parce que ça sent plus mauvais à l'intérieur, etc. Hein? On sait plus ou moins à quel... combien de jours va aller cette désoperculation? Oui, oui, c'est en début de pigmentation de la nymphe. Quand elle commence à se colorer, la nymphe. Du coup, ça fait quel jour? Je ne me rappelle plus, après l'operculation, ça doit être le 7e jour, un truc comme ça, entre 5 et 9 jours. Entre 5 et 9 jours. Et alors, pour voir si vos colonies développent ce comportement de SMR, eh bien, vous prenez du couvain operculé, juste operculé, et puis après, vous revenez 5 jours après,
puis vous regardez combien de cellules vides. Et ça vous donne le SMR. Division à nettoyer, en fait. Voilà, exactement. Hein. Bon, alors... Juste pour être précis, donc VHSP, varroa sensitive hygiène, et SMR, c'est suppression mite reproduction. suppression mite reproduction. Diminution de la production des- Voilà. Et là, je suis en train de vous expliquer que le SMR, c'est deux choses différentes. Il y a deux choses dans le SMR. C'est important pour la stratégie de sélection. Il y a le VSH et puis quelque chose du couvain après dont je vous parlerai après. Parce que le VSH, alors nous on était partis là-dessus, et puis il y a quelques années, il y a quelqu'un qui, pourtant Arvo, il en avait parlé du VSH, mais c'était complètement tombé dans les oubliettes. Et nous, on a voulu réinventer la poudre en disant oui, mais elle désopercule et elle réopercule. Alors comment on voit ça? C'est que quand vous désoperculez la cellule, vous enlevez le petit chapeau, et s'il est brillant, c'est qu'il n'a jamais été désoperculé. Parce que le brillant, c'est la soie qui a été filée par la larve. Alors que si jamais il a été désoperculé, réoperculé, vous ouvrez le bouchon, comme ça, et puis vous voyez qu'il n'y a plus, c'est plus brillant. Donc là, elle a été désoperculée, réoperculée. Là, ça se voit à l'œil nu ou ça se voit... Bah, à la loupe nue. Voilà. Et alors l'autre action, c'est l'action du couvain. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'inhibition de la reproduction. Donc là, ça peut être soit cette nymphe qui fabrique des molécules qui vont inhiber la reproduction du varroa, ou soit c'est peut-être un peu plus tôt au niveau larvaire, donc juste après l'operculation, la larve qui vient de se faire operculer, elle a plein de phéromones sur elle, et ces phéromones induisent la reproduction du varroa. Peut-être que là, ces larves-là, elles fabriquent moins de ces molécules-là. Ou il y en a peut-être une qui est majoritaire dans les 10, dont je vous parlerai demain. Il y en a peut-être une qui vraiment est majoritaire là-dessus, qui est beaucoup moins produite que les autres, mais ça, il faut le démontrer. En tout cas, c'est deux choses différentes. Voilà. Et ça, c'est important parce que dans la stratégie de sélection des abeilles, plus vous avez un phénotype, c'est-à-dire un caractère qui est bien défini, plus vous aurez des chances de sélectionner. Pourquoi? Parce que ça, les deux, c'est le SMR. Les deux composés, c'est le SMR. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que si vous trouvez que la cellule ne s'est pas reproduite, ça peut être soit à cause de ça, soit à cause de ça. Ça vous va? Hein? Voilà. Et puis après, si vous dites, ben, je vais essayer de trouver les gènes qui sont impliqués là-dedans. Ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a deux mécanismes différents qui sont impliqués. Donc vous allez avoir beaucoup de gènes. Et ça sera très compliqué après d'abord d'identifier les gènes, parce que ça va être caché dans le background, quoi. Et puis après, si vous les sélectionnez, ça veut dire que vous avez beaucoup de gènes, et là, ça sera très compliqué. Donc là, ce qui était très intéressant pour nous, c'est qu'on a pu se dire, bah, finalement, c'est le VSH sur lequel il faut sélectionner, et pas le SMR. D'accord? Maintenant, quand on dit qu'une colonie elle est résistante au varroa, ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas du tout. Ça veut dire qu'elle en a toujours un petit peu, oui, et qu'elle arrive à gérer l'explosion. Exactement, c'est un seuil. Voilà. Le truc, c'est un seuil. Tout à l'heure, quand je vous disais qu'il faut suivre vos colonies si vous voulez faire de la sélection massale, et bien on définit un seuil, et puis vous allez avoir des colonies qui seront bien en dessous du seuil, et puis d'autres qui seront bien au-dessus. Et celles qui sont bien en dessous, ben, il y a un mécanisme. Voilà. Alors vous allez me dire, bon alors ça, ou ça avait
arrive à l'échec de la reproduction des femelles, d'accord, on avait bien compris, et ça c'est le SMR. Bon, ça je vous le repasse parce que tout à l'heure il y en avait qui n'étaient pas là. J'espère que je vais pouvoir vous le repasser. Ah, donc ça c'est là le VSH. Vous voyez que cette abeille 84, elle a ciblé une cellule et elle va la désoperculer. Et vous allez voir qu'à un moment, le varroa, il va se barrer. Le premier qui le voit se barrer, il a gagné. Voilà, il est sorti de la cellule. Mais une fois qu'il se barre, le varroa, est-ce qu'il ne peut pas aller reproduire ailleurs? Allez, Ça ouais. va éliminer. Il va ailleurs, mais non, il n'est pas éliminé. Mais il va avoir une période, il sera obligé de redevenir fertile. Et pendant toute cette période-là, il ne va pas se reproduire. Il perd une génération. Voilà, il perd une génération, c'est ça, au moins. Mais elles ne les mangent pas, les abeilles. Non. Elles arrivent à les manger, mais pas toutes. Notamment, excusez-moi. Non, la question c'était est-ce que les abeilles mangent le varroa? Ah oui, elles arrivent à les manger certaines fois dans le comportement dépouillage. Voilà, mais pas toutes. Et bon, les africanisées, elles le font bien, les nôtres, elles le font, mais pas. Mais elles mangent quand même le varroa. Ah non, non, elles l'enlèvent, souvent elles leur coupent la patte ou. Elles ne le mangent pas. Ah non, elles ne mangent pas, elles ne le consomment pas, non, non. Non, non. Mais comment est-ce qu'une abeille qui va nettoyer une cellule, donc qui va déséperculer, sait qu'elle va déséperculer cette cellule? Comment elle le sait? Eh bien, je vais répondre à votre question tout de suite. Donc voilà, le caractère VSH-SMR participe à la capacité de survie des abeilles et est transmissible à la descendance. Ça, c'est nos amis Arbo et Danka, les Américains de bâton rouge, qui ont fait ça pendant 30 ans. Voilà, donc c'est des critères d'intérêt qui sont mesurables, qui sont transmissibles, et donc il y a un potentiel d'utilisation en sélection. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est utiliser plutôt le VSH, parce que c'est plus ciblé que les SMR, pour sélectionner les abeilles. J'ai une question. Par rapport au varroa, est-ce qu'on sait qu'il est seulement pour les abeilles ou bien on peut aussi en trouver dans une colonie de guêpes ou Non. de frelons? Non, non. C'est vraiment que sur les abeilles? Oui, que les abeilles du genre Apis. Oui. Dommage. Et Sur les bourdons, les petites colonies de bourdons. non. Au début, ça a été publié, mais c'était des bêtises. Alors c'est peut-être un bourdon qui a trouvé un varroa sur une fleur, c'est pareil, on a dit ah ben les varrois ils vont sur les fleurs et puis ils se font récupérer par les butineuses. Ça peut arriver, mais c'est plus par accident que. Voilà. Donc à la base, ils arrivent vraiment dans la ruche. Les varrois? Oui. Ah ben ils arrivent parce que les abeilles se portent les varrois. Mais Et donc puis- elles vont le récolter à l'extérieur de la nature. Ah non, 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 non. Vous avez des colonies qui sont très infestées, par exemple, où les abeilles, les butineuses sont porteuses aussi de varroa. Et puis ces butineuses, elles peuvent se tromper de ruche quand il fait beau. Hein, et en ces cas-là, les autres, elles bah oui, bah viens, t'as ton pollen, je te dis rien, tu peux venir. Puis elle vient avec son pollen et son varroa. Les mâles aussi, les mâles d'abeilles vont de ruche en ruche, de colonie en colonie. Alors eux, ils sont très porteurs, et alors on ne les voit pas parce qu'ils sont vraiment sous les tergies. Et là, il faut vraiment regarder, et là, vous vendez un pétard. Mais donc ces varrois, ça n'existe que dans les ruches. Ailleurs, on ne peut pas en trouver. Non. J'entends, c'est vraiment... Non, alors peut-être par accident sur une fleur, mais bon, voilà. C'est vraiment la transmission. Alors le pillage aussi, c'est très efficace.
C'est pour ça qu'on voit des réinfestations souvent massives à l'automne. C'est parce que les colonies les plus faibles, qui ont été peut-être affaiblies parce qu'elles sont très parasitées, elles se font piller par les copines. Puis les copines, quand elles rentrent chez elles ramènent des varroa aussi, quoi. Mais si on démarre avec une colonie, une toute petite colonie, absolument saine, où il n'y a pas un seul varroa, et qu'on isole cette colonie, est-ce que le varroa pourrait quand même venir? Ah oui, un jour ou l'autre, il viendra. Oui. Un jour ou l'autre, oui. C'est un seul, ouais. Il en suffit d'un seul, oui. Comme le frelon. Se développe. Oui. Non, mais ça, c'est... on en a parlé au début quand il est arrivé de ça, puis on a été tellement décontenancés. Ça, voilà. Et donc, phénotyper, ça veut dire déterminer l'importance du mécanisme. Alors, dire si vos colonies, par exemple, dire si vos colonies sont VSH. Son SMR, déjà, je vous ai montré comment on fait, hein, en tac-tac. Donc ça, c'est très long. SMR. Et VSH, c'est encore plus long. Parce qu'il faut aller récupérer des varroas sur les abeilles. Ensuite, il faut aller... Attendez, où est-ce que je peux vous montrer ça? Un bout de couvain, voilà. Voilà, il faut aller ouvrir, avec un petit ciseau, un petit scalpel, ouvrir une cellule operculée, mettre le varroa dedans, reboucher. Et faire ça sur au moins 30 cellules, 30 colonies qui sont sensibles, résistantes. On a les sous pour faire génotyper, et on a les collègues qui sont très bons avec leur super ordinateur pour me dire, Yves, on a identifié 150 000 SNP, on appelle ça, hein, et on va regarder lesquels sont chez les résistantes et lesquels sont chez les pas résistantes. Et ensuite, ils me disent, on n'en a pas trouvé. On n'est pas sûr. Parce que notre méthode statistique n'est pas forcément la meilleure et tout. Écoutez, si c'est pas la meilleure, il faut prendre la meilleure. Alors du coup, ils refont l'analyse et puis si là, il y en a quand même deux. Il y a 2 SNP, 2 marqueurs qui sont spécifiques des abeilles SMR. Et les Allemands, mon ami là, Kaspar Wienefeld, qui développait un peu la même stratégie mais sur une technique un peu différente, il a trouvé les deux mêmes aussi. Mais voilà, on n'était pas trop contents et on s'est dit, au lieu d'aller regarder dans les SMR, on va aller regarder sur le VSH. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était important de cibler sur des caractères qui sont vraiment les plus ciblés possibles. Un VSH étant une partie du SMR. Donc on a regardé sur VSH et là on a trouvé plus de marqueurs qui sont présents simplement sur les abeilles résistantes. Quand vous génotypez, vous faites des analyses que sur les ouvrières ou bien oui. Sur les reines? Alors, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut prendre un bout d'aile de reine et il nous le génotype. On peut prendre une ouvrière, il nous le génotype. On peut prendre plusieurs ouvrières, il nous le génotype aussi pareil. En nous disant, voilà. Et après, c'est l'analyse informatique, statistique, il mouline tout ça, et puis il y a des choses qui me sortent. Parce qu'on est d'accord que même si c'est, forcément, si on analyse les ouvrières de la même reine, elles n'ont pas exactement le même génotype, étant donné qu'il y a l'image. Oui, exactement. Mais là, c'est une question de statistique après. Parce qu'on va voir que dans nos colonies qui sont très SMR ou très VSH, on retrouve forcément beaucoup plus de ce marqueur-là. On prenait 30 abeilles par colonie. Donc sur les 30 abeilles, il y en aura peut-être 25 qui auront le même marqueur. Et comme on fait ça sur un nombre important de colonies, on va retrouver les mêmes choses sur les autres colonies. Et quand on met tout ça ensemble, ça sort. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de marqueurs
là, il faut avoir beaucoup de colonies et il faut avoir beaucoup de puissance informatique et statistique pour faire ressortir ça. Alors là, on en est là. Nous, on n'a pas encore... On est en train de publier nos marqueurs. Caspar Bienenfeld, lui, il les a publiés. On en a certains qui sont communs. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Ah oui, vous allez me dire, ça sert à quoi tout ça concrètement? On est d'accord? Comment on va faire? Ben, l'idée, c'est que vous allez me donner 30 abeilles de vos colonies, les meilleures, de vos colonies les meilleures, qui produisent le plus de miel, sur, je sais pas, peut-être 10 colonies, 20 colonies. Après, il vous faudra un peu d'argent, parce que ça coûte, c'est pas forcément donné. Et puis, 150 € pour 30 abeilles pour séquencer une colonie, on va dire. Oui. Pour une idée sur la colonie. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, vous êtes au courant? Non, mais parce que vous avez dit avant 150 €. Oui. Donc là, alors, en fait, on est obligé d'en faire quand même au moins 30 si on n'a pas un résultat. Oui, c'est ça. Mais ça peut baisser aussi, parce que je vous disais tout à l'heure, plus ça va, plus ces trucs-là, ça baisse, parce que on n'est pas les seuls clients, les bovins, tout ça. Et plus il y en a, moins c'est cher, quoi. Et donc, après, on fait ce qu'on appelle des petites puces à ADN qui vous permettent relativement simplement de savoir si vous avez ces marqueurs-là ou pas. Et donc, alors plus vous avez de marqueurs, plus c'est cher, mais si on n'en a pas beaucoup, forcément, c'est beaucoup moins cher. Voilà, mais après, ce qui coûte cher aussi, c'est que nous, on ne le fera pas à l'INRA. Caspar Bienenfeld, dans son labo, il ne le fera pas, c'est pas son job. Nous, on va filer ça, on va peut-être développer un brevet, c'est même pas sûr, déposer un brevet, je veux dire, et puis après, on va donner ça à une génopole, hein, et vous irez alors sans doute via vos organisations apicoles, ou je ne sais pas, vous irez demander, ou alors peut-être individuellement, vous rapprocherez de la génopole, et vous leur demanderez ce qu'ils font, et c'est pris. Mais avant ça, il faut la valider, la puce. C'est-à-dire, parce que vous allez me dire, mais la puce, qu'est-ce qui me dit qu'elle est bonne, votre puce? Donc une fois que vous avez la puce, il faut que vous testiez des colonies au hasard, et que la puce vous dit, et la puce va vous dire, bah, celle-là elle n'est pas VSH, et celle-là elle l'est, et celle-là elle l'est, celle-là elle l'est pas. Et donc il faut que vous allez voir les colonies, que vous fassiez le phénotypage du VSH ou du XMR pour valider que votre puce elle est bonne. Vous comprenez ça? Oui, mais ça veut dire que c'est pas moi qui le fais. Moi je ramasse 30 abeilles, puis je l'amène chez les Exactement. Mais c'est la phase entre les deux. Et cette phase-là, elle n'est pas faite. En tout cas, chez nous, elle n'est pas faite. Je pense que Caspar, il ne l'a pas faite non plus. Je pense que c'est très embryonnaire. Donc c'est embryonnaire, mais on a dépensé beaucoup d'argent là-dessus. Et si ça marche, ça va être super pour vous, parce que quand on aura validé les puces, ben voilà, d'abord ça se saura. Et puis les puces à ADN... une fois qu'on les a, c'est facile. Hein, il y aura du nombre, et comme il y aura du nombre, ça fera moins cher. Et là, bah, vous pourrez phénotyper. Il faudra payer un peu pour ça, et vous serez à peu près sûr que votre colonie, elle est VSH ou pas. Voilà. C'est en concurrence avec les produits chimiques dont je vous ai parlé, enfin les phéromones. Pas vraiment, parce que là, qui va, moi j'arrive, je prends ma bombe, je la mets dedans, je referme, c'est terminé. Là, je dois prendre 30 abeilles, je dois aller au labo, je dois attendre, je dois venir, j'ai 400 ruches, c'est pas faisable. Ah oui, d'accord, mais... c'est pas faisable. C'est la sélection, puis après, c'est parce que d'après, c'est un essaimage, c'est fini. Non, mais ça, c'est pas quelque chose qui... Soit il faut faire ça, il ne faut pas faire ça si vous avez 5 ruches. Il
faut faire ça en gros. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez des stations de fécondation. Et bien là, hein, c'est là où il faut le faire. Exactement. Ouais, Il faut faire ça, il faut se concerter. Il faut... Et là, les Allemands, ils sont super bons parce qu'ils font tout ça ensemble. Hein. Les Allemands, ce qu'a fait le travail de Caspar Bienenfeld sur 30 ou 40 ans, c'est remarquable. Parce que non seulement il a validé toutes les théories il a transposé les théories de la génétique quantitative au modèle de l'abeille, ce qui était au niveau mathématique, ce qui n'était pas déjà évident. Mais après, il a utilisé ces mathématiques-là pour développer son plan de sélection grâce à une organisation extrêmement bien rodée, avec des testeurs, des multiplicateurs, tout ça sur le terrain, et les informations qui lui revenaient, lui, il avait tout informatisé, tout ça, il pouvait dire, bah oui, cette colonie-là, c'est un bon géniteur, il faut la garder pour faire des mâles, etc. Et il a fait ça sur des années, ça a marché, ça a super bien marché. Donc maintenant, Caspar, si on lui dit, comment dirais-je, la puce à ADN, on en est sûr, elle va te dire si tes colonies elles sont VSH ou pas, puisque c'est un truc communautaire, fédéral, enfin je sais pas, forcément ils auront des budgets pour ça. Par contre, un apiculteur qui a 5 ruches, bon, c'est de la 400, mais le fait est que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faudrait que ça soit au niveau des stations de fécondation, que ce mécanisme ou ce protocole-là soit mis en place, pour que moi, apiculteur, je viens avec ma reine, quand elle se fait féconder, je suis sûr qu'elle va avoir ces génomes-là. Par exemple, oui. Et comme ça va se répondre forcément dans le territoire si tout le monde fait ça. Ou alors, vous viendrez avec votre reine, vous couperez un petit bout d'aile de la reine, et puis pour savoir si elle a le bon génotype. Non, mais ça, je ne le fais pas. Ça, je le fais pas. Apiculteur, 100 ruches, 15 ruches, 20 ruches, je ne le fais pas. Ça va me prendre trop de temps. Par intérêt, oui, parce qu'on a un rucher école, bien sûr qu'on va le faire. Je me mets à la place d'un agriculteur qui a des ruches, il va pas faire. Un agriculteur? Ouais. Ah non, mais un apiculteur professionnel qui commence à faire un peu de sélection, lui le fera. Oui, parce que ça vaut la peine. Ah bah ça vaut la peine, hein. Même si on fait que 20 ruches par année, au bout de 10 ans, on a 200 Mais non, on fait des ruches au bout de 6 mois, c'est plus les mêmes. Non, parce que Au printemps, quand tu as des si tu fais de la sélection, puis qu'après tu as tes reines qui sont capables de te reproduire des reines, de toute façon tes reines tu vas les changer en 10 ans, c'est sûr, mais tu vas les remplacer par des reines qui ont moins les caractères de la VHS. Donc on savait que tu vas contrôler les TSM, machin. Ah bah il y a des professionnels, il y a des professionnels en France qui le font, qui contrôlent tout. Et il y en a d'autres qui ne contrôlent rien. Mais il y en a aussi qui contrôlent tout. Ceux qui font de l'AG royal, j'en parlerai demain, l'AG royal, c'est des hybrides qui sont extrêmement spécifiques et les gars, ils contrôlent tout. Donc si les gars qui contrôlent tout, on leur dit tiens, en fait, en plus, si vous utilisez ces puces-là, vous pourrez en plus sélectionner des abeilles qui, a priori, seront résistantes, ils seront contents de le faire. En Allemagne, on travaille avec la Carnica. Oui, Carnica, et ils ont quand même un peu laissé des mellifera, mais dans un coin au nord, je crois. Et puis ces gènes que vous avez identifiés, si on passe de la Carnica à la base de l'abeille noire, c'est le même. Ah bah ça, c'est toutes les questions. Ah, ça avance pas encore. Oui. Vous en avez des communs quand même entre l'Allemagne et la France, alors vous êtes sur l'abeille noire et puis sur la Carnica. Voilà, mais là on en est. Voilà, il faut encore un petit peu de temps. Il faut un peu de temps. Mais ça semblerait quand même qu'il y ait des choses communes, donc ça pourrait passer d'une race à l'autre. Alors j'espère que ça va continuer ces programmes-là, parce que Caspar, comme moi, il vient de partir en retraite. Et j'espère que les jeunes ils vont reprendre ça, parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Mais nous, à Toulouse, à l'INRA Toulouse, il y a une équipe qui est vraiment bonne là-dedans et qui est décidée de reprendre un peu le flambeau. Demain, est-ce qu'on va reprendre ce sujet, ou bien si c'est seulement ce soir? Non, le Varroa, c'est ce soir, mais après... Vous serez aussi là demain? Oui. Parce que
J'ai des questions, mais il faut que je les écrive. D'accord. Compliqué. On a l'apéro ce soir, peut-être, et en tout cas demain. Et le repas ensemble. Demain, je vais vous parler de la communication chimique Ouais. chez les abeilles. Je vais vous raconter mon histoire, qui était une histoire merveilleuse. Et puis, je vais vous parler de l'ère des ruches. Mais là, je ne suis pas spécialiste de l'apithérapie. Moi, je suis spécialiste plus des molécules, quoi. Mais bon, je vais vous en parler. Et bon, on pourra après discuter entre nous. Et puis après, je vais vous parler de l'effet du changement climatique sur nos abeilles. Qu'est-ce que ça peut impliquer sur nos colonies, sur notre aviculture, etc. En attendant que ça arrive prochainement, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous pensez le fait de faire des cadres à mâles pour justement, en utilisant les méthodes qu'on a, enfin ce qu'on peut, qu'est-ce que vous pensez? Les cadres à mâles pour éliminer les varrois. Ah oui, ça marche. Oui, c'est Büchler qui a fait ça en Allemagne. Il a passé pas mal de temps. Alors au début, enfin moi j'ai jamais rien dit, mais il y avait certains, parce que j'y croyais moi ça, mais il y avait certains chercheurs qui disaient non, de toute façon ça prend trop de temps et tout ça. Et il a fait ça sur de très nombreuses années. Vous avez qu'à taper Büchler et puis vous trouverez ça sûrement. Et ça marche. Ça marche, mais c'est beaucoup de travail, quoi, parce qu'il faut faire des mâles, il faut La biodiversité aussi, parce qu'il y a vraiment un mâle. Pas forcément, oui. Enfin, ouais. Parce que si vous faites des cadres à mâles, vous les auriez pas fait de toute façon. Ça ne veut pas dire que dans le reste de la ruche, la colonie, il n'y a pas quelques cellules de mâles que vous gardez. Il y a toujours des mâles. Là, vous faites des cadres avec de la cire gaufrée au format de mâle. Donc, ou alors, ce qu'il a fait aussi, c'est que ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il coupait en deux et il bâtissait. Et donc après ça, vous le virez, quoi. Mais oui, et donc il a publié que ça marchait. Mais par contre, j'ai jamais vu qu'il y avait des varrois dans les cellules, justement. J'avais filmé une fois, c'était blindé de varrois. Vraiment, et vraiment sur le chemin-là. Non, mais si vous le faites régulièrement, ça a beaucoup diminué. C'est peut-être parce que vos colonies n'étaient pas très infestées aussi. Tant mieux. J'ai eu la distance. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui ou bien? Parce que je dois rentrer, j'ai un train à 30 pour savoir si vous allez faire encore une autre. Non, moi, non, pas ce soir. Enfin, je ne pense pas que ça soit prévu. Mais quelle est la suite La suite de ce protocole-là? Donc, si j'ai bien compris, la méthode qui est préconisée derrière toutes ces recherches, c'est de dire on fait une sélection non touchée, ceux qui résistent, on les garde, on ne les touche surtout pas, et les autres, on les traite. C'est ça. Les autres, on les traite parce qu'ils sont là, mais après, on va faire de la sélection. Si vous faites des reines, ou si vous faites des essaims pour par exemple, empêcher l'essaimage ou diviser vos colonies, vous avez... Voilà. Puis à la fin, on va inonder le terrain avec ces jeunes. Dans les stations de reproduction, comme vous avez dit, voilà. on mettrait que des espèces qui résistent à ce genre de... Et l'idéal, ça serait de développer la méthode de Caspar-Bielefeld. Mais là, il faut une grosse organisation. Puis il faut des soutiens de l'État et tout. Ensuite, vous avez peut-être... Oui, je pense que dans certains... Mais l'autre question, c'est avec toute cette sélection que vous avez faite, vous avez effectivement pris la séquence ADN, vous avez fait tout ça, on préconise de les sélectionner avec ça, mais est-ce que vous n'avez pas trouvé d'autres défauts aux abeilles qui ont ces trucs-là? En d'autres termes, est-ce que si on sélectionne que cela,
tout d'un coup, de 25 ans, on va dire, ma merde, c'est une grosse connerie. Ben, Tu dois sélectionner. c'est pour ça que je vous ai parlé de Rothenbuchler. Ouais. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai proposé de... si on avait cet outil-là, de l'intégrer dans vos sites de fécondation, c'est d'abord de regarder la production de miel, l'agressivité, et puis la Tnéocade peut-être pas, et puis Varroa. Après, ça dépend de vos priorités. Mais après, vous avez, dès qu'on sélectionne, de toute façon, ça a été montré mathématiquement. Dès qu'on sélectionne, on perd des allèles. Donc on perd de la diversité. Donc si on sélectionne à outrance, regardez la Holstein. Hein, vous la laissez dans la nature, elle est morte. Hein, alors que la limousine, qui a été beaucoup moins sélectionnée, etc., vous la laissez dans la nature, elle devient sauvage sans problème, la limousine. Je parle de vache. Bon, c'est comme les abeilles, ce qui reste d'abeilles noires. Si vous les laissez tranquilles, elles vont survivre. Vous mettez des buckfast ou tout à l'heure, il faut les biberonner, les buckfast, elles sont... Ouais, ou le début de printemps, quoi. Voilà. Juste encore ajouter quelque chose, oui. Pour les personnes qui ne viennent pas demain, ou pour les personnes qui viennent demain aussi, vous avez entendu, c'est vraiment fantastique. Si vous avez encore l'occasion d'envoyer 2-3 petits messages à des amis peut-être qui pourront venir profiter vraiment de ces cours, de ces présentations incroyables. Voilà. Et puis peut-être que si vous souhaitez, si vous avez le temps, on peut partager un petit verre. Oui. Voilà. Parfait. À moins que vous ayez encore de l'argent, on peut vous pouvez poser continuer, les questions autour d'un verre. Merci beaucoup.